Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette session, première session de résistance du VIH aux antirétroviraux. Donc, je suis Marie-Laure Schex, médecin virologue à l'hôpital Saint-Louis et responsable du Centre national de référence du VIH en France. Et j'ai l'honneur de co-modérer cette session avec le professeur Mounerou Salou, chef du service du laboratoire de biologie médicale au CHU de Lomé au Togo et responsable du Centre national de référence du VIH, des hépatites virales et des IST au Togo. Donc, nous allons avoir une première présentation par Tony Thomas-Daquin sur l'apport des tests en NGS, donc en séquençage haut débit. Et cette présentation sera suivie d'une petite session de questions-réponses. Donc, Tony Thomas-Daquin est virologue, responsable de l'unité de biologie moléculaire du CEDRES et responsable du labo VIH du CIRBA à Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, lancez la vidéo. Merci. À tous, je remercie les organisateurs qui me donnent l'opportunité de présenter ce travail sur les NGS en contexte VIH. Et notre exposé va s'articuler autour de ce plan et nous allons voir en détail les technologies utilisées, les champs d'application, les apports et les limites et la mise en œuvre des NGS dans les pays à ressources limitées, tout en sachant que cet exposé se fait dans le cadre de la vision de chercheurs du Sud qui ont des attentes plus particulières face à ces nouvelles technologies. Et on pourrait dire en introduction qu'aujourd'hui, il n'est plus que nécessaire d'assurer le monitorage des interventions, tant dans la prévention, le traitement et l'élimination du VIH. Et pour la biologie, l'intensification de la recherche et le développement doit permettre de mettre à disposition des tests très sensibles, évolutifs et abordables, surtout pour un passage à échelle. Les tests de résistance génotypique du VIH basés essentiellement sur le séquençage de sanguin ont connu une nette évolution, cette technique étant développée depuis plus de 30 ans et elle a permis le passage des techniques purement manuelles à des techniques automatisées. Seulement, ces dernières sont encore limitées par leur capacité de réalisation. Avec le développement des technologies associées à une puissance informatique, dans les années 2007 et 2011, les premiers automates à haut débit ont vu le jour et déjà on voit déjà que leur capacité de réalisation est nettement plus accrue. Et bien sûr, l'amélioration de ces technologies a permis de mettre en place des automates beaucoup plus puissants et qui réalisent des examens de génotypage à plus grande échelle. Et même aussi, on a assisté également à l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux procédés. Aujourd'hui, bien que dans ce marché en perpétuelle évolution, ces 4 grandes firmes-là dominent un peu le marché, mais c'est très dynamique dans ce domaine et il y a beaucoup de structures et beaucoup de machines qui sont encore dans le pipeline. Quelles sont les technologies utilisées par ces différents appareils? Quoique toutes ces technologies et tous ces automates aient développé des techniques innovantes, uniques et brevetées, la réalisation du NGS suit 5 grandes étapes, de l'extraction des acides nucléiques à l'analyse des données. Et si l'extraction des acides nucléiques et de l'amplification par PCR sont assez communes aux techniques de séquençage classique qu'on connaît, la préparation de la librairie est toute nouvelle pour le NGS et la constitution de la librairie consiste en fait à l'assemblage des fragments du génome, des fragments
cible du génome de l'échantillon. À cette étape, on peut réaliser également le multiplexage de plusieurs échantillons grâce à de courtes séquences spécifiques ou appelées aussi code barres. Ensuite, il y a l'amplification clonale qui est suivie du séquençage. Et lors de la réaction des séquences, l'incorporation des nucléotides permet de générer un signal qui perd de la fluorescence ou une détection ou par un marqueur chimique comme la variation du pH, ou on peut aussi détecter une variation du potentiel électrique, tout ça qui est traduit en nucléotides selon le procédé mis en place. Sur cette diapositive, on a le principe des machines Illumina. Et là, vous voyez qu'après l'amplification des clusters, au cours du séquençage, la détection est faite par l'émission de la fluorescence. Et pour les technologies iontorantes, on a d'abord une amplification des billes dans des émulsions, et ensuite au cours du séquençage, la fixation d'un nucléotide libère un ion hydrogène, et c'est la modification du pH qui est ensuite enregistrée et traduite en nombre de nucléotides ajoutés. Pour les technologies nanopores, l'ADN polymérase est couplé à un pore synthétique qui synthétise le brin complémentaire, et la matrice est injectée dans le pore. Et suivant la modification des différents courants électriques qui est enregistrée, cette différenciation du potentiel électrique est traduite en acide nucléique. Vous voyez que toutes ces technologies sont toutes aussi différentes les unes que les autres, et cette dernière technologie a l'avantage d'être très miniaturisée, accessible en termes de coût. Seulement, il existe des points faibles, comme le taux d'erreur, et elle est toujours en développement, mais de développement assez rapide. Les champs d'application de ces différentes technologies sont nombreux. Bien sûr, il faut générer des séquences, et une fois les séquences générées, il faut pouvoir les analyser. L'analyse peut nous permettre de faire de la phylogénie, peut nous permettre de faire des polymorphismes, des mutations de résonance, des études vaccinales et même sur des virus défectifs. On va plutôt s'atteler sur la phylogénie et le polymorphisme des mutations de résistance. Le nombre croissant de laboratoires qui réalisent les tests génotypiques de résistance a fait mettre en place des stratégies entre différents interlocuteurs pour pouvoir au moins harmoniser tout cela. Donc, depuis 2017, des colloques internationaux se sont mis en place afin de définir des stratégies pertinente et d'assurer la fiabilité des tests NGS dans le contexte clinique. Et c'est comme ça, vu le jour, le consensus de Winnipeg qui est à sa deuxième révision. Et le consensus de Winnipeg reconnaît que le test génotypique NGS est un nouveau standard pour le génotypage du VIH, et cela nécessite, comme tous les protocoles d'analyse biologique, des protocoles validés. Et la stratégie et les outils d'informatique doivent être bien déterminés pour assurer la conversion des raw data en données cliniques. Le consensus de Winnipeg travaille à déterminer 5 fonctionnalités majeures des NGS, à savoir le contrôle qualité de l'assurance qualité des reads, l'alignement de ces reads avec des références et la détermination des variants, l'interprétation et le reportage des données, l'analyse et le management général des données analysées. Ces 5 processus peuvent être regroupés en 3 grands modules que sont le traitement des échantillons et l'analyse des données, suivi du reportage de ces données pour le rapport clinique compréhensif pour les cliniciens et pour les chercheurs, avec des options de recherche et d'application. Le consensus de Winnipeg recommande également de prendre en compte la diversité des hôtes, adapter tous les formats d'échantillons, plasma, sérum, DBS et PBMC, et surtout assurer une couverture des sous-types viraux et des charges virales variables.
Il fallait résoudre également le problème des quasi-espèces, obtenir des résultats aussi fiables à partir du prélèvement sans l'étape de PCR, source de biais et d'erreurs, le produit de longs fragments qui pouvaient couvrir les gènes, et cette technique devait être peu coûteuse avec des délais d'exécution rapides afin de les rendre adaptés aux pays à ressources limitées aux soins efficaces des patients. Il fallait fonctionner aussi avec un minimum d'équipement et d'exigences techniques permettant d'éventuels POC à venir. L'apport des NGS est certes, mais pourquoi les NGS par rapport aux techniques standards? Seulement les techniques standards, bien que ce soit les techniques de référence, sont encore limitées par le niveau de charge virale, la couverture des gènes qui est insuffisante et surtout par le débit et le coût de ces techniques qui reste encore élevé, ce qui a rendu le passage à une seule très difficile. Donc, les NGS ont permis de compenser ces défauts, parfois par le débit court réduit, surtout avec le multiplexage, assurer une détection de variants à des seuils beaucoup plus bas, une analyse des fragments beaucoup plus grands et la charge virale n'est plus un frein pour certaines techniques, ce qui est une réelle opportunité de passage à l'échelle des tests de résistance. Donc, la première opportunité de travail avec les tests intelligents, la détection des populations minoritaires, qui sont les populations qui représentent moins de 20% de la population virale. Et les premières études ont montré que l'association à l'échelle virologique dans les combinaisons avec les INTI était observée. Mais ces études étaient réalisées la plupart du temps chez des patients déjà en échec virologique et des études ultérieures ont montré que bien que les tests NGS soient beaucoup plus sensibles, et le bénéfice était plus limité dans la détection des variants minoritaires parce qu'ils n'étaient pas moins que ce qui était prévu dans les études. Dans les contextes préthérapeutiques, certaines études ont commencé déjà à être réalisées dans nos contextes, dans nos régions, ou comme ces études au Cameroun, qui montrent bien que l'importance du test NGS permettait d'augmenter le nombre de variants résistants détectés chez les patients naïfs, tout comme pareil, les résultats pas identiques ont été obtenus chez des patients en Éthiopie dans des hôpitaux généraux, avec toujours un apport plus important de tests génotypiques basés sur les NGS. Concernant l'analyse des résistances HVDR, de très nombreuses études ont été menées dans le Nord, bien que encore le test sanguin reste prédominant. Mais pour pouvoir assurer la transition, il ressort de ces études que, bien sûr, ces tests NGS ont une efficacité potentiellement améliorée, ils ont une plus grande utilité et bien sûr, leurs coûts sont diminués grâce au multiplexage. La question du seuil reste encore à débat, quoique aujourd'hui le consensus est que 15 à 20% représente le seuil idéal avec moins de variabilité de résultats et beaucoup plus proche des techniques sanguines. Bien sûr, pour pouvoir appliquer cela à des soins cliniques, il existe plus d'exigences quant aux méthodologies et aux procédés. Les tests NGS ont bien sûr des limites, ils nécessitent un travail complexe à forte intensité de main-d'œuvre quand ils ne disposent pas d'automates pour la préparation des librairies. On a besoin d'installations spécialisées comme pour des équipements de biologie moléculaire et bien sûr, il peut y avoir des problèmes techniques de lecture et d'amplification. L'analyse des données est complexe, c'est surtout un point très critique et coûteuse et nécessite une validation. Le coût du capital acquisition des équipements est également élevé pour les plus gros instruments. Les techniques commerciales aujourd'hui disponibles sont celles présentées sur cette diapositive. Aujourd'hui, le Sentosa SQHIV est le seul agréé qui a l'agrément FDA. Et bien sûr, il y a d'autres commerciales, mais on voit que bien les techniques in-house sont de très bonnes alternatives avec des coûts beaucoup plus réduits. La mise en œuvre des NGS dans les pays à ressources limitées est une opportunité, puisque si vous voyez sur cette timeline de monitorage des antirétroviraux dans les pays subsahariens, l'OMS a défini le Global Action Plan pour la résistance de 2016 à 2021 comme une priorité.
Et la mise en œuvre, l'utilisation des NGS semble être une opportunité, mais seulement il doit pouvoir remplir de certaines caractéristiques, comme par exemple pouvoir être réalisé sur des driver spots, couvrir l'ensemble des sous-types reconnus. Le coût du test doit être environ de $50 avec des instruments, le coût des instruments compris entre 20 000 et 50 000 $. Et bien sûr, il doit y avoir moins d'outillage technique. Et c'est ce que nous résumons sur cette diapositive pour dire que les équipements de station doivent être adaptés au flux de travail flexible et utilisant peu de techniques. Les coûts des analyses doivent être analysés par une meilleure évaluation du microcosting qui prend en compte tous les intrants et tous les procédés de réalisation de cet examen. La formation du personnel, le transfert des compétences aussi sont des barrières à pouvoir juguler et il faut former surtout des spécialistes en bioinformatique et c'est ce qui est prévu dans notre groupe de travail West African One-Time Archive programme de formation NGS pour plusieurs pays du Sud afin d'harmoniser les procédés. Il faut assurer aussi de pouvoir couvrir aussi la variabilité génétique par l'optimisation des protocoles, bien sûr, et enfin manager la qualité dans le laboratoire, ce qui est une tendance d'Achille un peu dans nos contrées. En conclusion, on pourrait dire que les NGS sont une réelle opportunité pour un passage à échelle pour la surveillance de la résistance dans tous les pays, plus particulièrement dans les pays à ressources limitées. Mais pour cela, il faut pouvoir surmonter de nombreux défis comme la standardisation des protocoles et l'interprétation des données, la validation des types d'échantillons, la formation des transferts de compétences, l'analyse fine des coûts efficaces selon le contexte, le management de la qualité et la mise en place des réseaux de groupes de compétences pour adresser et relever ces défis sont d'intérêt capital. Je voudrais remercier tous mes partenaires, tous mes collègues avec qui j'ai plaisir à travailler et qui m'ont aidé à faire cette présentation. Je vous remercie. Merci Thomas pour cette très belle présentation. Donc je vais remplacer le professeur Monérou qui a des problèmes de connexion donc pour cette modération. Je voulais savoir, connaître un petit peu ton sentiment sur l'implémentation de ces techniques, c'est-à-dire que nous, on a déjà dans les pays du Nord implémenté ces techniques depuis quelques années. On était assez enthousiastes au début. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a essayé d'identifier. Alors, effectivement, on trouve beaucoup de populations minoritaires, c'est-à-dire plus qu'avec la technique Sanger. Mais finalement, on n'a pas réussi tellement à définir de seuil clinique, c'est-à-dire le seuil qui permettrait de dire, voilà, au-delà de 5%, il y a un risque particulier d'avoir un échec à telle molécule ou telle autre. On sait qu'il y a une étude qui a montré qu'il y avait un vrai intérêt pour les inhibiteurs non nucléosidiques, mais on les utilise plus beaucoup maintenant, en tout cas dans vos pays, vous les utilisez plus beaucoup en première ligne. Voilà, je voulais avoir ton sentiment là-dessus, sachant que c'est des techniques qui sont qui se sont facilitées depuis quelques années, mais comme tu l'as dit, qui nécessitent beaucoup de bioinformatique, des bioinformaticiens vraiment formés. Et voilà, je voulais voir un peu où tu en étais là aujourd'hui sur ce sujet. Ben, merci Marie-Laure. Et ben, je remercie également tous ceux qui sont en ligne et qui suivent cette session très intéressante. J'ai été un peu provocateur en se positionnant comme chercheur du Sud parce que je sais que ces techniques sont en train d'être implémentées, d'être en train de divulguer, validées dans le Nord. Pour nous, vraiment, chercheurs du Sud, je pense qu'avec toute la longue expérience qu'on a sur la surveillance de la résistance, c'est une réelle opportunité. Réelle opportunité, c'est vrai que ce n'est pas encore totalement validé dans le Nord, mais on a vu déjà les gaps qu'on devait surmonter rien que pour la mise en place du suivi virologique par la charge virale. Et à côté de cela, on sait bien, on connaît bien notre histoire. Marie-Laure est bien impliquée dans la recherche des pays du Sud. On se retrouve dans des contextes où on n'a qu'un seul séquenceur disponible à l'échelle d'un pays, c'était déjà un souci en termes d'accessibilité et un souci en termes de coût. C'était vraiment les deux
après, il fallait aussi avoir du personnel formé et même des laboratoires même qui étaient capables même de réaliser ces examens-là. Donc, on s'est dit que c'est un gap, c'est un tournant qu'on a manqué. Pour nous, vraiment, la surveillance de la résistance, c'est un tournant qu'on a manqué. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec ces nouvelles technologies qui nous permettent de faire du multiplexage, a priori de réduire le coût, déjà, c'est un premier point de gagner. C'est vraiment un point important parce que la plupart de nos limites sont dues vraiment au coût des analyses. Deuxième point, pour nous, c'est vraiment une opportunité parce que ça va permettre de surveiller dans le contexte actuel la mise en place des lignes avec le dolutegravir. C'est vrai que de plus en plus, les premières études ont montré qu'il y a un vrai intérêt à faire les études sur la résistance des minorités, des variants minoritaires pour les inhibiteurs non nucléosidiques. Mais là, également, il y a des papiers qui commencent à montrer qu'il y a des variants minoritaires, par exemple, sur les inhibiteurs nucléosidiques, les inhibiteurs de l'intégrase, surtout qu'on a su avec le raltegravir et surtout que c'est des molécules qui ont été introduites bien longtemps avant qu'on ne prenne en compte des stratégies basées aujourd'hui sur le dolutegravir. Donc aujourd'hui, on ignore vraiment pour ces patients, surtout bien heureusement pour nous que la plupart de nos patients n'étaient pas en troisième ligne. Il n'y a pas beaucoup de patients qui étaient sous raltegravir pendant assez longtemps pour développer beaucoup de résistance, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais quand on connaît un peu nos contextes dans lesquels nous évoluons. Donc, du coup, pour nous, c'est un challenge. C'est vraiment maintenant embarquer dans ce navire qui commence à se mettre en place, ce gros bateau-là, pour pouvoir vraiment bénéficier très rapidement de cette technologie-là afin de pouvoir l'offrir au suivi des patients, afin de protéger également toutes ces lignes, les dernières lignes thérapeutiques qui se mettent en place. Parce qu'aujourd'hui, après le dolutegravir, les premières lignes basées sur le dolutegravir, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Donc, vraiment surveiller, promouvoir afin de protéger un peu toutes ces lignes-là. Donc, bon, comme il y a de l'attente de la discussion, voilà un peu mes premiers sentiments. Vraiment, on reste optimiste. On reste très optimiste et on espère pouvoir profiter de ces nouvelles technologies. Ok, oui, je suis d'accord avec toi qu'il Allô? faut surveiller ce qui va se passer en termes de résistance anti-intégrase. Clairement. Tout à fait. Tout à fait. Professeur Salou, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Marie-Laure. Je pense que j'ai suivi à peine la présentation de Thomas, mais j'étais curieux, je veux savoir par rapport à MGS à Abidjan en ce moment, aussi bas chez lui, est-ce que c'est mis en place, c'est déroulé, est-ce que je n'ai pas suivi? D'accord. La discussion, on est en train de mettre un programme en place. On a une promesse de financement pour en acquérir. Il n'est pas très disponible, les NGS encore dans toutes les contrées, à part quelques pays qui en ont et qui le font plus dans les programmes de recherche. Et il n'est pas encore disponible. Mais seulement dans le groupe, par exemple, NGS Nord, qui supporte un peu le groupe Wanetam, auquel on a associé le travail, on a essayé de faire, par exemple, une petite étude qui devait se faire là au courant de l'année. Le conflit a été bloqué un peu par la pandémie de la COVID. Donc, c'était pouvoir réunir quand même un certain nombre de chercheurs dans des laboratoires de référence de différents pays pour pouvoir assurer la formation au NGS et pour pouvoir discuter des défis que nous rencontrons parce que nous avons les mêmes problèmes et les mêmes défis et pouvoir les adresser de façon plus efficace. Ok, merci. Ok. Donc, s'il n'y a plus de questions, nous proposons d'écouter M. Ezekiel Ngoufak du Cameroun sur la faible résistance aux inhibiteurs d'intégrase avant la transition au Cameroun.
preuve de l'efficacité potentielle au dolutegravir. Si M. Ngoufak est là, vous avez la parole. Sur la vidéo peut-être montée. Merci. Pour le temps et l'attention que vous accordez pour ce grand rendez-vous qu'est AFA-VIH 2020. Je suis Ezekiel Ngoufak-Janice-Mungue, doctorant régulièrement inscrit dans un système de co-tutelle entre l'Université évangélique du Cameroun et l'Université de Tor Vergata en Italie. Parallèlement, je suis stagiaire de recherche au laboratoire de virologie du Centre international de référence Chantalia. Le dit laboratoire le dit centre est spécialisé dans la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-Sida. Et le laboratoire de virologie qui abrite actuellement nos travaux de thèse est le laboratoire candidat pour l'accréditation du test de résistance, l'accréditation OMS du test de résistance du VIH. Justement, la présentation que nous allons effectuer est intitulée « Faible résistance aux inhibiteurs de l'intégrase avant la transition au Cameroun, preuve de l'efficacité potentielle à l'ère du dolutegravir ». La distribution du VIH dans le monde est quelque peu disproportionnée. Notamment, l'Afrique paye le plus lourd tribut. Et cette triste figure est d'autant plus sombre que nous voyons s'accroître au fil des années les cas de résistance à la thérapie antirétrovirale, notamment aux inhibiteurs non nucléosidiques et aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Pour répondre donc à ce problème de résistance sans cesse croissante, l'OMS a proposé un plan de transition vers le dolutegravir en première ligne pour l'Afrique et les pays à ressources limitées en général. Le Cameroun a effectivement commencé cette transition vers le dolutegravir depuis le 1er janvier 2020. Et ceci n'a été possible que grâce à la forte implication gouvernementale et à l'action des multiples partenaires. Toutefois, les études qui ont conduit à l'adoption du dolutegravir ont été essentiellement réalisées sur des VIH de sous-type B et C. La littérature reportant que les mécanismes de résistance diffèrent en fonction des sous-types, il s'avère évident que peu de données disponibles actuellement peuvent garantir l'efficacité du dolutegravir sur le long cours en ce qui concerne les sous-types non B et non C qui pourtant sont retrouvés localement. Parce qu'il faut le dire, le Cameroun est un peu considéré comme l'épicentre de l'infection à VIH dans le monde. Ceci à cause de la pluralité de sous-types qui a été répertoriée et documentée au Cameroun. Nous nous sommes donc proposés de mener la présente étude avec pour objectif d'analyser les séquences de l'intégrase du VIH1 à la recherche des mutations de résistance chez les patients naïfs aux inhibiteurs de l'intégrase. Ceci dans l'optique, bien sûr, de guider la transition et contextualiser la prise du dolutegravir afin, n'est-ce pas, d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH qui se retrouvent au centre même de cette transition. La méthodologie que nous avons employée avait deux phases. La première phase consistait à implémenter un test de génotypage au laboratoire de virologie du CIHCD, chose que nous avons fait dans le cadre de nos travaux de thèse. Les patients venus donc pour le suivi en routine de la résistance dans la protéase et dans la transcriptase inverse se sont vus aussi proposer le test de génotypage de l'intégrase pour compléter leur profil et voir s'ils étaient éligibles ou pas aux inhibiteurs de l'intégrase. Aussi, nous avons téléchargé des séquences d'intégrase de patients camerounais dans la base de données de Los Alamos au travers de la plateforme HIV Blast. Les deux batchs de séquences, à la fois produites au laboratoire et téléchargées sur NCDI, ont été combinés et analysés sur la plateforme de Stanford au travers de l'algorithme qu'il propose, disponible en ligne, la version 8.9. Les données statistiques ont été analysées à l'aide des P-info et tout P inférieur à 0,05 a été considéré comme statistiquement significatif. Nous avons travaillé au total sur 918 séquences, donc 59% de femmes. La médiane d'âge était de 44 ans, la médiane de CD4 était de 121 cellules par millimètre cube et la médiane de la virémie était de 99 000 copies par millilitre. Deux groupes constituaient essentiellement notre population d'études. D'un côté, les patients qui n'avaient jamais été exposés à aucune thérapie antirétrovirale, ils étaient 89. Et d'un autre côté, les patients qui avaient été exposés aux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, aux inhibiteurs non nucléosidiques et aux inhibiteurs de la protéase. Mais aucune des 918 séquences sur lesquelles nous avons travaillé n'était
ne provenait d'un patient exposé aux inhibiteurs de l'indégrase. La prévalence donc de la résistance dans l'indégrase que nous avons trouvée était de 0,8%, soit 8 sur 918 patients qui arboraient les résistances majeures aux inhibiteurs de l'indégrase. Et il est important de noter qu'aucune association significative n'a été faite entre cette prévalence de la résistance majeure, des résistances majeures à l'exposition antérieure à une quelconque thérapie antirétrovirale. Donc, les naïfs et le groupe des exposés, il n'y avait aucune différence significative dans les résultats que nous présentons actuellement. La prévalence des mutations accessoires était à peu près approximativement de 34%. Autre fait marquant, le tableau 2 nous présente la distribution des mutations observées, les mutations qu'on a effectivement observées chez les 8 patients qui en arboraient dans une population d'études. Et nous remarquons premièrement que les mutations observées sont uniques. Il y a une seule mutation par patient et les mutations, exception faite bien sûr pour le patient numéro 5, mais en général aussi, deuxièmement, les mutations présentes sont en quasi-espèce. Donc, la mutation n'est pas marquée, n'est pas ponctuelle. Et troisièmement aussi, que nous observons toujours dans le tableau numéro 2, c'est que les mutations ne sont pas spécifiques d'un groupe ou d'un sous-type en particulier, mais étaient disséminées dans les sous-types que nous avons retrouvés. Le tableau 3, quant à lui, nous montre que parmi les positions classées comme positions clés par l'algorithme de Stanford en ce qui concerne la résistance dans l'indégrase, sur les 918 séquences que nous avons analysées, quelques-unes avaient des mutations à cette position-là, mais ces mutations étaient des variants qui n'induisaient pas la résistance. Donc, les autres variants qui n'induisaient pas la résistance ne pouvaient pas être considérés comme mutations de résistance, mais nous avons répertorié quand même quelques-unes des mutations chez certains patients mais qui n'étaient pas des variants induisant la résistance. Est-ce à dire qu'il s'agissait des formes de réversion ou alors est-ce à dire que chez ces sous-types non B en partie, non B et non C particulièrement, ces variants qui n'induisent pas la résistance d'après Stanford pourraient avoir une implication ultérieure dans la résistance aux inhibiteurs de la protéase, de l'indégrase. Seule une analyse phénotypique, un test phénotypique nous permettrait d'objectiver sur ces résultats. Quoi qu'il en soit, cette diversité que nous avons observée pourrait être liée à la grande variabilité génétique, à la grande diversité génétique que nous avons observée dans cette étude, d'autant plus que nous avons trouvé 37 sous-types différents du VIH1, des VIH1 de groupe M, de groupe N, de groupe O et même du groupe P. Et sans surprise aucune, le recombinant CRF02AG était majoritaire à pratiquement 44%, avec pratiquement 44% de prévalence. Le tableau numéro 4 nous présente donc la distribution des mutations accessoires en fonction du sous-type. Et nous avons constaté que la diversité génétique était associée à la présence de mutations secondaires dans l'indégrase. Notamment, tous les sous-types que nous avons rencontrés avaient moins de chances que le recombinant CRF02AG de présenter des mutations accessoires dans la portion indégrase. Exception faite bien sûr pour le recombinant CRF13 complexe et pour le sous-type et pour les VIH du groupe P, notamment que nous avions une seule séquence de VIH du groupe P. En conclusion, le faible taux de résistance dans l'indégrase du VIH1 dans cette population camerounaise serait en faveur de l'utilisation des régimes à base de dolutegravir dans le cadre du programme national de traitement antirétroviral. Cependant, la transition vers ces nouveaux régimes dans un contexte de grande diversité génétique nécessite de surveiller la dynamique des mutations de résistance sélectionnées afin d'adapter au mieux les protocoles thérapeutiques. Pour plus de détails en ce qui concerne ce travail, nous tenons à rappeler que ce travail a fait l'objet d'une publication que nous avons soumise au Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, avant de continuer, je voudrais vous dire, pour tous ceux qui nous suivent dans cette session résistance aux antirétroviraux, est-ce que vous pouvez poser des questions? Allez-y, posez vos questions en cliquant sur questions-réponses qui est située en dessous de la fenêtre de la session. Ça nous permettra en fait à la fin d'avoir un petit moment de discussion qui est toujours
qui est toujours agréable quand on a quand même un certain nombre de questions posées. Voilà, maintenant je vais donner la parole au professeur Salou, qui va nous présenter donc la trithérapie à base de dolutegravir à l'échelle nationale sera-t-elle efficiente sans test de génotypage dans les pays à ressources limitées, cas du Togo. Allez, lancez la vidéo. Sera-t-elle efficiente sans test de génotypage dans les pays à ressources limitées, cas du Togo? Pour notre présentation, nous vous proposons d'adopter le plan suivant. En introduction, retenons que un accès à un traitement antirétroviral efficace à toutes les personnes infectées par le VIH dès que possible est essentiel pour mettre la fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030. Cependant, dans les pays en Afrique au sud du Sahara, les défis sont énormes. Il s'agit de réaliser l'accès à la charge virale, l'accès aux tests de génotypage et la possibilité de réaliser des tests de résistance aux médicaments. L'autre grand défi, c'est la mise à disposition de traitements de première ligne robustes. Et aujourd'hui, les régimes à base de dolutegravir sont des alternatives prometteuses et recommandées par l'OMS. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'efficacité potentielle des schémas thérapeutiques à base de dolutegravir chez les patients en échec virologique au Togo. Pour cela, nous avons réalisé une étude transversale où nous avons inclus les patients sous traitement antirétroviral suivis dans la capitale du Togo, c'est-à-dire à Lomé et ses environs, et pour lesquels nous sommes intéressés aux patients ayant bénéficié de la mesure de la charge virale entre le 1er janvier et le 30 septembre, soit sur une période de 9 mois. Et les patients ayant une charge virale supérieure à 1000 copies ont été sélectionnés pour un test de génotypage de résistance à l'IRD de Montpellier, laboratoire accrédité de l'OMS. Et dans ce laboratoire, nous avons réalisé les tests de génotypage dans 3 régions d'intérêt du virus, au niveau de la protéase, le gène de la protéase, le gène de la transcriptase inverse et du gène de l'intégrase, qui ont été analysés selon l'algorithme de l'ANRS. Pour rappeler que ce travail a quand même obtenu l'approbation du comité de bioéthique de recherche en santé du Togo. En termes de résultats, sur la période d'étude, 1681 personnes ont bénéficié de la charge virale, avec un âge médian de 40 ans et une étendue interquartile qui allait de 31 à 49 ans, et les 2/3 de la population étaient constitués de femmes. Le taux d'échec virologique était de 19%, ce qui correspondait à 320 patients qui avaient une charge virale supérieure à 1000 copies, et 200 d'entre eux, soit 62,5%, ont été sélectionnés pour les tests génotypiques. Pour ces 200 patients, la figure ici indique que 83,5% d'entre eux étaient sous un régime à base d'inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, contre 16,5% qui étaient sous un traitement à base d'inhibiteurs de protéase. En termes de résistance aux inhibiteurs de la transcriptase inverse et des inhibiteurs de la protéase, notons que 181 échantillons sur 200, soit 90,5%, ont été séquencés avec succès dans le gène de la transcriptase inverse, montrant que 77,40% des sujets présentaient une résistance aux 2 classes d'inhibiteurs, qui sont les inhibiteurs non nucléosidiques et les inhibiteurs nucléosidiques. 2,2% présentaient
une résistance aux inhibiteurs nucléosidiques et environ 10% une résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. En ce qui concerne la protéase, 169 sur 200 ont été génotypés avec succès et 13%, soit 22 sujets sur les 169, présentent une résistance aux inhibiteurs de protéase. En ce qui concerne la résistance aux inhibiteurs d'intégrase, sur les 200 sujets inclus, 178 ont été séquencés avec succès et nous n'avons observé qu'une mutation majeure de la résistance aux inhibiteurs d'intégrase. Aucune résistance aux dolutegravir n'a été prédite. Cependant, les mutations mineures associées à une résistance aux inhibiteurs d'intégrase ont été observées chez 22 patients, soit 12,4%. Il s'agissait d'environ 9% des cas de la mutation E157Q, dans 2,8% de la mutation T97A et 1 cas de mutation V151VA. Lorsqu'on regarde la résistance aux différentes classes d'ARV, on se rend compte que les taux de résistance étaient les plus élevés pour la classe des inhibiteurs nucléosidiques et non nucléosidiques, avec des taux moyens de résistance qui allaient de 78,6% à 84,6% pour les inhibiteurs nucléosidiques et de 86,9% à 92,3% pour les inhibiteurs non nucléosidiques. Nous n'avons pas noté de résistance aux inhibiteurs d'intégrase. Lorsqu'on s'intéresse aux molécules elles-mêmes, on peut noter que chez les enfants et chez les adolescents et adultes, on avait une résistance à l'abacavir qui était supérieure à 75%. Et lorsqu'on s'intéressait à l'abivudine ou à l'emtricitabine, on avait un taux de résistance qui allait de 75 à 84,6% également, comme à l'abacavir. En ce qui concerne le tenofovir, la résistance chez les adultes et adolescents était de 54,8%. Et chez les enfants, elle était de 23,1%. Concernant l'AZT, le taux de résistance moyen chez les adultes et adolescents était de 35,8% contre 23,1% chez les enfants. Sur la question d'intérêt, qui était donc d'étudier la prévision de la résistance au traitement si l'on passait à des régimes à base de dolutegravir. Notons que sur la base des tests de génotypage, si la mutation, le switch était fait immédiatement, seuls 23,9% des patients seraient d'emblée sensibles à la trithérapie au sein de ces patients en échec virologique. Chez les enfants adultes ayant une charge virale supérieure à 1000 copies, une deuxième ligne à base de dolutegravir, AZT et 3TC montrerait que seulement 41, soit 24,4% suivront une vraie trithérapie, tandis que 31% seront en monothérapie à base de dolutegravir et 44,6% seront sous bithérapie de dolutegravir AZT. Lorsque ce switch est envisagé sur ces patients qui sont en échec et dont on ignorerait l'échec parce qu'on n'aurait pas réalisé la charge virale, en cas de switch, et si l'on passe au TLD, 37,6%, soit 80 patients en échec virologique sur les 200 seront sous monothérapie à base de dolutegravir. Et chez les enfants, si ce switch est fait sans charge virale préalable,
Et si on passait au dolutegravir plus abacavir et lamivudine, tous seront sous monothérapie à base de dolutegravir. Et si on leur proposait donc une deuxième ligne à base de dolutegravir, de tenofovir, de lamivudine, 3 enfants sur 13 seront sous monothérapie à base de dolutegravir, soit 23,1%. En conclusion, on pourrait retenir qu'à l'échelle de l'Afrique subsaharienne, une proportion significative de patients seront en monothérapie si l'on adoptait d'emblée, comme ça, dans l'exemple de ce qui est observé au Togo, une forte proportion donc, de patients seront en monothérapie à base de dolutegravir. Cela nous fait suggérer que la mise en œuvre des régimes à base de dolutegravir devrait s'accompagner d'un accès à la charge virale afin de réduire autant que possible l'émergence de la résistance aux inhibiteurs d'intégrase et atteindre le troisième catégorie des objectifs de l'ONU-SIDA. Il est important que des études visant à quantifier les implications de l'utilisation de régimes à base de dolutegravir sous-optimaux soient réalisées pour prévenir la transmission de souches résistantes de dolutegravir, comme cela a été le cas avec les régimes à base d'inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Nous ne serons donc terminés sans remercier toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce travail, notamment nos collègues du laboratoire biologique de l'Université de Lomé et les collègues du laboratoire du Nord, notamment ceux de l'Institut de recherche pour le développement de l'unité trans-VIH-MI, du professeur Delaporte et du docteur Martin Peters. Nous remercions également le Programme national de lutte contre le sida du Togo qui a aidé à la réalisation de ce travail. Nous vous remercions pour votre écoute attentive. Bien, je vais introduire donc la présentation suivante qui va être faite par Laetitia Serrano de Montpellier en France sur les circuits de contamination par le VIH et le taux de résistance primaire aux antirétroviraux dans une cohorte multi-pays de HSH en Afrique de l'Ouest. Cette cohorte s'appelle COMSM ANRS 12324 Expertise France. Merci Laetitia, et vous pouvez lancer la vidéo. L'objectif de ma présentation est de vous illustrer les circuits de contamination par le VIH et les taux de résistance primaire aux antirétroviraux dans une cohorte multi-pays en Afrique de l'Ouest d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. En Afrique, la prévalence de l'infection par le VIH est d'environ 5% dans la population générale adulte, contre 17% chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, dits HSH. Cette population est donc fortement touchée, mais elle impacte également leurs partenaires féminines, dans la mesure où la plupart ont également des relations hétérosexuelles pour échapper à la stigmatisation et à la répression. En 2016, les populations clés et leurs partenaires sexuels ont représenté 80% des nouvelles infections à VIH en dehors de l'Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, ces populations clés ont représenté 25% des nouvelles infections. Il est donc important de mettre en place des mesures pour réduire les contaminations dans ces populations clés afin d'atteindre les objectifs 3x95 de l'ONU-SIDA. Bien que définie comme une population clé de l'infection par le VIH, encore trop peu de programmes de prévention et de prise en charge spécifiques au HSH sont disponibles en Afrique.
L'objectif général du projet COMSM est d'évaluer la faisabilité et l'intérêt d'une prise en charge globale, à visée préventive trimestrielle, des HSH en Afrique subsaharienne, afin de réduire l'incidence du VIH dans cette population, chez leurs partenaires féminines et dans la population générale. Un des objectifs spécifiques de COMSM, présenté aujourd'hui, est de décrire les caractéristiques virologiques de la population HSH séropositive en détaillant les résistances aux antirétroviraux, les sous-types circulants, ainsi que les chaînes de transmission du VIH. Les HSH, recrutés dans le cadre de la cohorte COMSM, étaient des hommes majeurs, rapportant au moins un rapport sexuel anal avec un autre homme au cours des 3 derniers mois, et pouvant se rendre facilement dans les cliniques associatives de prise en charge à Bamako, Mali, à Lomé, Togo, à Ouagadougou, Burkina Faso et à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le statut des HSH vis-à-vis du VIH était contrôlé lors de la visite de pré-inclusion. Dans le cas d'un résultat négatif, un nouveau dépistage était réalisé à l'occasion de la prochaine visite trimestrielle de suivi. Les inclusions des participants ont commencé en 2015 au Mali et en Côte d'Ivoire, puis en 2016 au Burkina Faso et au Togo. Le suivi des participants devait être assuré pendant 36 mois. L'ensemble des HSH séropositifs s'est vu proposer une prise en charge immédiate avec un traitement antirétroviral selon les recommandations de l'OMS adaptées aux indications des programmes nationaux. Des taches de sang sur papier buvard ont été préparées au moment du diagnostic VIH positif, donc soit à l'inclusion, soit lors de la séroconversion, et envoyées au laboratoire Transvimi à l'IRD de Montpellier pour réaliser le génotypage de la protéase et de la transcriptase inverse. Les gènes ont été amplifiés selon le protocole de l'ANRS et séquencés avec la méthode de Sanger. Les sous-types et CRF ont été identifiés par phylogénie en maximum de vraisemblance, PHI-ML, et le logiciel Simplot a été utilisé pour la détection des recombinants. Les réseaux de transmission ont été évalués avec HIV Trace et Cluster Picker. Les mutations de résistance et la prédiction de la résistance aux antirétroviraux ont été analysées avec l'algorithme de Stanford. Entre 2015 et 2019, 252 séquences virales de HSH ont été obtenues, soit 38 au Burkina Faso, 73 en Côte d'Ivoire, 85 au Mali et 6 au Togo. 135 touches viennent de HSH séropositifs à l'inclusion et 7 de HS convertis à l'étude. À noter que la période de suivi de 36 n'est pas terminée pour l'ensemble des parties. La durée de conversion des HSH séronégatifs à l'inclusion est de 12,8 mois. Les analyses phylogénétiques ont montré que le CRF02 était prédominant avec 70,6% des souches, suivi du CRF06 représenté à 10,7%. Nous avons constaté également la présence de nombreux recombinants uniques, soit 32 séquences. Les sous-types A, D et F2 ne sont présents qu'en Côte d'Ivoire et le CRF11 n'a été détecté qu'au Mali. Il est intéressant de noter que près de 2% des HSH sont infectés par le sous-type B, souche classique de la pandémie en Europe. Les arbres phylogénétiques ont mis en évidence de nombreux clusters avec des séquences très proches. Nous avons ensuite fait des analyses pour comprendre les liens entre ces séquences et surtout vérifier s'il s'agissait de clusters de transmission récente ou des réseaux de contamination. Voici représentés sur cette figure les réseaux de contamination chez les HSH au Burkina Faso en rouge, en Côte d'Ivoire en bleu, au Mali en vert et au Togo en orange. Les séroconversions sont symbolisées par un carré. 131 séquences, soit 52%, sont présentes dans 32 réseaux de contamination, incluant 38 séroconversions, soit 57%. 64 séquences, soit 28,4%, sont présentes dans 25 clusters de transmission récente,
composés de 2 à 6 individus. Des réseaux de contamination interpays ont été observés dans 4 de ces 25 clusters. 22 séquences des HSH séroconvertis au cours du projet, soit 32,8%, sont présentes dans un cluster de transmission récente. Des mutations mineures et majeures de résistance au traitement NRTI et NNRTI ont été observées chez 11 et 45 HSH respectivement. Selon les pays, le taux de résistance primaire au NRTI varie entre 1,8 et 7,9%. Ce taux est compris entre 1,8 et 11% en ce qui concerne la résistance au NNRTI. Les taux les plus élevés sont observés chez les HSH du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Si on regarde maintenant la résistance prédite en fonction du moment du dépistage positif, on observe que la résistance prédite au NRTI est de 3,8% chez les HSH diagnostiqués positifs à l'inclusion et de 1,5% chez les HSH séroconvertis au cours de l'étude. Et la résistance primaire au NNRTI est de 7% contre 6% respectivement dans ces deux mêmes groupes. Les taux sont donc globalement plus faibles chez les HSH nouvellement séroconvertis. Ce qu'il faut retenir, cette étude confirme les liens et les nombreux réseaux de transmission du VIH dans la population HSH au sein des pays de l'Afrique de l'Ouest et illustre la mobilité de cette population entre ces différents pays. Les taux de résistance avant la mise sous traitement se situent en dessous de 10% chez les HSH, 10% étant le seuil à partir duquel l'OMS recommande à un pays de revoir d'urgence son programme national de traitement du VIH. À noter cependant que les taux sont légèrement plus élevés au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire comparés au Mali et au Togo. Les taux de résistance sont comparables entre HSH séropositifs à l'inclusion et ceux nouvellement diagnostiqués au cours du projet. Des analyses en cours semblent indiquer que l'incidence est assez élevée, mais ne mettent pas en évidence de réseaux spécifiques de transmission des souches VIH porteuses de mutations de résistance. En conclusion, comprendre la dynamique de l'infection et les réseaux de transmission du VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes peut aider à améliorer l'efficacité des stratégies de prévention et de prise en charge existantes et par conséquent réduire l'épidémie au sein de cette population clé. Je vous remercie pour votre écoute et votre participation malgré les circonstances quelque peu inhabituelles. Merci beaucoup donc pour ces 4 présentations. On attend peut-être que Laetitia nous rejoigne. Il y a une question qui a été posée sur le chat. Je vais la poser. Ah, il y a plusieurs questions, d'accord. Alors, il y a une question assez facile. Que signifie HSH? Donc, ça veut dire homme ayant des rapports sexuels avec les hommes. Il y avait une question sur le dolutegravir que je ne comprends pas bien, qui est de Chantal Bikendako au Burundi. Peut-être vous pourriez la reformuler. C'était pourriez-vous nous partager le comportement du TLD sur les personnes qui ont l'hépatite chronique B ou C, surtout le dolutegravir? Donc, je ne sais pas si vous voulez parler de l'efficacité ou au contraire du risque du doluté. Est-ce que vous pouvez reformuler cette question? Et une question de Monsieur Sawadogo qui demande quelles explications peut-on donner pour la résistance primaire chez les HSH dépistés à l'inclusion? Donc, je ne sais pas si Laetitia est là. Oui. Oui, bonjour. Voilà. Est-ce que tu as entendu la dernière question? Oui, j'ai mon micro fermé, mais je pouvais entendre. Par rapport à l'explication sur la résistance primaire chez les HSH dépistés au moment de l'inclusion,
La première hypothèse, je pense que c'est tout simplement des résistances transmises. Et éventuellement, on s'aperçoit aussi que dans pas mal de projets, on a des patients donc, qui rejoignent des projets sous l'étiquette, on va dire, naïf de traitement, mais qui parfois, effectivement, arrivent avec un passif de traitement ARV et qui n'est pas déclaré de l'inclusion dans le nouveau projet. Voilà, donc les deux hypothèses. Oui, c'est à peu près, Thomas est là et c'est vrai qu'on a fait plusieurs études dans le cadre de la NRS dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Asie. Et ce sont en fait des résistances transmises, c'est-à-dire c'est des patients qui ont été infectés par des patients qui étaient eux-mêmes en échec de traitement. Et c'est à peu près les mêmes pourcentages qu'on retrouve pour les inhibiteurs nucléosidiques et non nucléosidiques et inhibiteurs de protéases. Voilà, donc c'est vraiment des patients qui sont infectés par des partenaires qui étaient eux-mêmes en échec de traitement. Alors. Donc moi, j'avais une question pour Laetitia aussi. Dans ta présentation, j'ai vu qu'à l'inclusion, vous incluez les MSM. Ceux qui sont dépistés négativement, vous les reprélevez à 3 mois. Est-ce que vous avez un programme de PrEP qui pourrait être implémenté dans ce cas-là, puisque a priori, ça serait intéressant pour le coup? Eh ben, en fait, le projet CoMSM à la base n'incluait pas l'offre de PrEP. Et sur les derniers mois, dernières années, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une forte demande des participants de pouvoir avoir accès à cette PrEP. Et de là, en fait, est né le sous-projet CoMSM PrEP. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, quasiment les 2 tiers des patients donc, qui étaient inclus dans le projet CoMSM, en fait, ont basculé dans le projet CoMSM PrEP, à qui donc on a offert la possibilité d'accès à la PrEP, soit à la demande, soit en continu. Et donc, ajouté à cela, il y a d'autres patients qui ont rejoint nouvellement le projet CoMSM PrEP. Et donc, il y a même dans ce projet une façon de comparer les deux types de patients suivis, ceux qui découlent de CoMSM et ceux qui ont rejoint l'offre à partir du moment où on a proposé la PrEP. Et on s'aperçoit effectivement qu'on a permis d'inclure des patients qui, à la base, n'avaient pas volontairement participé à CoMSM. Mais de par l'offre de la PrEP, en fait, voilà, ils ont rejoint le projet. Ouais, ça me paraît particulièrement important. Je vais passer la parole à Thomas qui a une question. J'avais une question pour Laetitia. Très belle présentation. Hein. Je voudrais savoir un peu quels étaient un peu les facteurs, est-ce que vous avez étudié les facteurs sociaux, anthropaux, qui entraînaient la mobilité de ces patients-là en ces différents pays. On sait que les gens bougent beaucoup un peu dans d'autres sous-régions, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Quand on sait ce qui arrive un peu sur tout ce qui est stigmatisation de HSH. Les facteurs sociaux anthropaux qui expliquent les liens entre les différents pays. Le mouvement, oui. En fait, je pense que toutes ces analyses font partie de l'analyse épidémiologique du projet. Donc moi, je me suis en fait focalisée à analyser les premiers résultats du point de vue virologique. Et donc en fait, après, voilà, ce genre d'analyse va être prise en charge par nos équipes d'épidémiologistes et donc seront présentées dans une globalité du projet. Mais moi, j'ai pas eu accès en fait à ces données épidémiologiques et sociales, voilà, pour pouvoir expliquer les clusters entre pays. D'accord, ok, merci. Et les facteurs prédictifs d'être dans un cluster, vous les avez étudiés ou pas encore? Pour ma part, pas encore. C'est pas encore. Voilà, j'ai pas encore accès à ce genre de données. On a dans la fin vraiment la fin du séquençage de toutes les séquences pour pouvoir en fait réaliser une étude plus globale en incluant les données épidémiologiques. D'accord. J'avais une question pour Monsieur Mounerou. Vous avez dit donc effectivement que chez les patients pré-traités, beaucoup allaient se retrouver en monothérapie de dolutegravir, qui effectivement est un problème parce que le dolutegravir est une molécule avec une barrière à la résistance assez solide, mais enfin, quand même, il ne faut pas trop le solliciter. Est-ce que vous avez accès à d'autres drogues, on va dire de deuxième génération, comme l'étravirine, qui pourraient être utilisées éventuellement? Non, merci pour l'intérêt. Pour l'instant, non.
Et c'est pour cela. Et contrairement au groupe de HSH, dans la population des VIH normale, nous avions un taux de résistance habituellement élevé comparé aux autres pays de la sous-région. Et c'est pour cela qu'on était inquiet pour ce qui concerne le dolutegravir. Sinon, nous n'avons pas la chance d'avoir une deuxième ligne à base de travérine pour l'instant. Peut-être un complément par rapport à la question que Thomas avait posée tout à l'heure à Laetitia. Je crois qu'au-delà des HSH, il sait la porosité des frontières dans les pays d'Afrique de l'Ouest où nous sommes et le fait que ces personnes vivent bien connectées, la possibilité de quitter Lomé et aller faire un week-end à Ouagadougou ou à Abidjan ou à Cotonou est très élevée. Cela se fait aisément, aussi bien dans ce type de population que chez d'autres populations. C'est le complément que je voulais donner. Merci. Alors, j'ai des questions sur le chat. Question pour M. Semenge. Avez-vous une idée du parcours thérapeutique des patients ayant eu une résistance aux inhibiteurs d'intégrase? Ok, merci pour la question. Comme nous l'avons dit dans la présentation, les patients qui ont présenté les résistances aux inhibiteurs de l'intégrase n'avaient pas exposé aux inhibiteurs de l'intégrase, mais les 8 patients qu'on a reportés dans le cadre de cette étude, qu'on a retrouvés dans le cadre de cette étude, ils avaient été exposés aux inhibiteurs nucléosidiques, non nucléosidiques et ou aux inhibiteurs de la protéase. Il y avait aussi quelques mutations de polymorphisme, je pense. Effectivement, oui. Nous n'avons pas pu lier les mutations de polymorphisme à une quelconque exposition aux médicaments. Nous avons pensé que ces polymorphismes-là pourraient étaient des variants qu'on retrouvait naturellement chez ces sous-types qui étaient multiples, non B et non C. Alors, une question aussi pour Ézéchiel. Je voudrais savoir si le dolutegravir n'a pas de contrainte pour les femmes enceintes et celles en âge de procréer. Bon, jusqu'à récemment, au Cameroun particulièrement, nous ne prescrivions pas de dolutegravir pour les femmes en âge de procréer ou bien pour les femmes enceintes, mais de nouvelles publications ont poussé récemment à reconsidérer ce point. Donc, actuellement, est-ce que c'est prescrit, est-ce que c'est conseillé, est-ce que c'est ce qui est donné dans notre pratique clinique au Cameroun? Je pense que c'est pas encore effectif partout. En fait, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le dolutegravir a posé un problème, en tout cas dans le premier trimestre de la grossesse, puisqu'il y avait des anomalies de fermeture du tube neural. Il était, à un moment, il a été fortement déconseillé de le donner à cause de ces malformations du tube neural, mais c'est uniquement pendant le premier trimestre. C'est-à-dire qu'après le premier trimestre, l'initiation de traitement à base du dolutegravir ne pose pas de problème chez les femmes enceintes. Et je ne sais pas là comment l'OMS s'est positionnée, même en termes d'accès au dolutegravir pour les femmes en âge de procréer. Mais je crois qu'il y a des études qui ont montré que finalement le bénéfice-risque était plus en faveur du dolutegravir. Oui, effectivement. Pour le professeur Salou, que conseillez-vous aux pays qui sont dans la dynamique de la transition vers le dolutegravir en l'absence de tests de résistance? Oui, ce qu'il faut, c'est déjà l'accès à cette charge virale. Il faut s'arranger pour offrir au moins la mesure d'une charge virale par an à tous les patients. Cela devient un peu plus compliqué avec le contexte de la pandémie, la COVID-19, mais nous avons l'obligation de tout faire. Parce que c'est ce test-là qui nous permettra
de savoir, parce que là, en ce moment, je crois que c'est ce que le Cameroun a fait, c'est ce que le Togo aussi a fait. Avant de faire le passage à l'échelle, on a essayé de regarder de façon virtuelle. Mais aujourd'hui, je pense, après une année, il est bon d'aller regarder à nouveau cette résistance de sorte à identifier, si vous voulez, de façon précoce entre ce qui était prédit et la réalité. Il faut déjà donc qu'il y ait la charge virale et les sujets en échec, essayer de faire le test de génotypage et comparer même ceux qui ne sont pas en échec. Je l'ai dit, si on a les moyens, il faut regarder ceux qui sont supérieurs. Donc, je rejoindrai donc Thomas, qui sont positifs, détectés mais inférieurs à 1000, si on peut regarder. J'ai peur qu'on ne se retrouve, comme je l'ai dit dans ma conclusion, à ce qu'on avait avec les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Pour l'instant, je m'arrête là. Merci. Thomas a une question. Thomas, non? Tu avais un commentaire? J'avais un commentaire pour Salou, mais je pense qu'il a pris ça en compte déjà puisque j'ai eu un problème de connexion là. C'était par rapport, je voudrais savoir un peu quel est le taux de passage au TLD actuellement au Togo, parce que de plus en plus les recommandations changent. C'est vrai qu'on partait sur la base de la connaissance de la charge virale. Maintenant, de plus en plus, on met des facteurs cliniques et tout ça pour pouvoir assurer le passage. Donc, alors qu'avec les résultats que tu nous montres, ça m'inquiète et ça m'interpelle. C'est vrai que c'est un gros challenge là, parce que si on rate le coach du TLD, alors que pratiquement tous les bailleurs de fonds qui nous soutiennent nous commencent à partir. Je sais pas, vraiment ça m'inquiète cette histoire-là. C'est vrai que c'est des études de projection, on n'en a pas fait, mais là on est sous la contrainte. En Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit être à plus de 50% de transition vers le TLD. Donc, ça pousse. C'est TLD tout azimut. TLD tout azimut. Ça pousse, mais si on ne surveille pas les autres molécules qui accompagnent le TLD, on risque de se retrouver un peu. On va le fragiliser si on continue comme ça. Alors, la première année, nous n'avons pas eu l'occasion, avec la COVID, de se préoccuper un peu plus. Mais je crois que en 2021, ça doit être une des grosses activités à vérifier au sein des cohortes qu'est-ce que ces patients sont en train de devenir avec ce passage, je l'ai dit, massif au TLD. Une question, peut-être une des dernières questions, donc une question d'Aïdjo Ayouba de l'IRD de Montpellier. Que donne l'analyse, donc pour Ézéchiel, que donne l'analyse des résistances en fonction du traitement naïf versus traité? Étant donné que le patient n'avait pas été exposé aux inhibiteurs de l'intégrase, dans le cadre de cette analyse, naïf versus traité, il faut déjà rappeler que tout le monde était naïf aux inhibiteurs de l'intégrase. Donc, pour répondre spécifiquement à la question, naïf versus traité, nous n'avons trouvé aucune différence significative entre les deux groupes. Peut-être était-ce le nombre de patients naïfs, complètement naïfs, qui n'était pas égal au nombre de patients traités, mais nous n'avons trouvé aucune différence significative en termes de résistance groupe. Moi, j'ai une question aussi là-dessus, c'est-à-dire que vous avez montré dans le tableau 3, je crois, un certain nombre d'acides aminés qui étaient à des positions de résistance, mais qui ne conféraient pas de résistance, c'est-à-dire c'était d'autres acides aminés à la bonne position et qui pour l'instant ne sont pas considérés comme des mutations de résistance. Est-ce que, donc vous avez dit qu'il faut faire du phénotype pour ces virus-là. Bon, c'est vrai que le phénotype, c'est un petit peu compliqué à faire. Pour ces patients-là, est-ce que ça serait très intéressant, s'ils sont mis sous dolutegravir, de les suivre et de voir par rapport aux autres s'il y a plus d'échecs ou pas? D'accord.
Je pense que c'est une idée qui est prise du calendrier d'activités que nous avons développé au niveau du... Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y avait la question donc du risque du dolutegravir chez les patients qui ont une hépatite B ou C chronique. Qu'en pensez-vous? Non, moi, je ne peux pas me prononcer. Je vais passer la main à qui veut la prendre. Bon, je pense qu'il n'y a pas de risque particulier, mais peut-être faudrait-il poser la question à Karine Lacombe, qui est dans les sessions de la FRAGI, dans une session plutôt hépatique. Moi aussi, je n'ai pas d'indication particulière, mais je préfère pas donner un avis tranché là-dessus. Bien. Bah, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions sur le chat. Je regarde. Bon. Donc, je pense qu'on va voir. Je pense qu'on va, voilà, on va terminer cette session. Donc, je remercie tous les orateurs. Je remercie mon co-modérateur, le professeur Salou. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de première journée d'AFRA-VIH. Je crois que maintenant, il y a 2 symposiums qui vous sont proposés. Donc, bonne fin de journée à tous et à bientôt dans des prochaines sessions. Merci. Merci à tous. Bon après-midi. Merci. Merci. Merci.